Bonjour à tous, merci pour m'avoir donné votre accueil et on va très vite dans la première communication qui est à moi et ma collègue Rita de l'Université de Rome. On va voir en bref les discussions sur l'idée de faire les PDO, c'est-à-dire ce qu'en français on peut appeler l'appellation d'origine protégée ou contrôlée. Aux années 30, on ne savait pas quoi encore comme définir en Italie. Et pour ce qui concerne les fromages, alors, ici, vous pouvez voir les études qui sont menées par l'équipe à laquelle j'appartiens, des professeurs des universités milanaises, qui s'occupent des fromages de la Lombardie. Et la collègue de Rome et d'une université de Catanzaro en Calabrie qui s'occupe par contre des fromages produits dans le centre et dans le sud d'Italie. Et c'est qu'on va étudier, donc inutile que je vais expliquer tout ça, et vous pouvez en tout cas regarder dans les slides. Alors, ce qui est important à rappeler est, avant de comprendre comme il y a la discussion pour choisir ou pas le fait de faire des produits qui sont avec une dénomination d'origine qui est contrôlée ou protégée, et voir les différentes histoires des deux groupes de producteurs qui devront disputer et discuter à ces propos. C'est-à-dire, on a les producteurs de la Lombardie qui ont l'avantage de bénéficier des particulières conditions qui permettent leur de choisir et d'avoir un développement qui est un unicum en Italie aux années 20 et 30. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de renouveler leur implantation, donc d'améliorer les productions et de réduire les prix et les coûts, et donc de réduire les prix sur les marchés. Ils ont aussi la possibilité d'améliorer la façon de collecter les laits, donc de faire arriver les laits dans les nouvelles plantations. Et ils ont aussi la possibilité donc de choisir quels produits créer. Donc, et les dimensions, la disposition des capitaux et les dimensions des entreprises permet leur d'avoir une diversification de production qui n'est pas possible dans des autres régions en Italie, ou qui est plus difficile, évidemment. Et donc, tout cela va permettre d'avoir une position privilégiée pour la quantité produite, pour les revenus, et donc aussi pour le pouvoir de lobbying par rapport au Parlement italien, qui, je vous rappelle, aux années 20 et 30, à partir du 22, il existe le Parlement, mais l'idée est qu'on parle du fasciste régime, évidemment. Alors, l'autre chose, aussi à niveau technologique, les producteurs de la Lombardie peuvent bénéficier de l'existence d'une station expérimentale qui va étudier, notamment l'Institut de zooprophylatique, qui va étudier et expérimenter les nouvelles typologies des vaches pour les laits et pour mesurer, pour identifier quelles sont les productions les meilleures au mieux. Les vaches les meilleures pour avoir certaines productions, etc. Donc on a tout un réseau qui va permettre aux producteurs des fromages lombards d'avoir des avantages dans la compétition par rapport aux autres producteurs italiens et aussi pour ce qui concerne l'exportation, évidemment. Et en outre, il y a aussi des écoles agraires qui vont se spécialiser, qui ont des cours spécialisés exactement pour préparer les étudiants à travailler dans la production des fromages, dont des écoles s'appellent des caseificio. Donc tout cela va permettre d'avoir donc un réseau particulier. Et enfin, on a aussi des banques très importantes, donc qui ont beaucoup de capitaux à donner, qui vont financer les entreprises plus grandes, et aussi dans la campagne, on a aussi les petites banques rurales, chez nous ça s'appelle casse rurali, qui vont financer les petits producteurs. Et donc on a aussi cette possibilité d'avoir des grands producteurs et des petits producteurs qui en tout cas ont moins de problèmes à organiser la production et à renouveler leur implantation. C'est très important. Et ce que j'ai écrit en effet, les producteurs les fromageries lombardes ont normalement des dimensions plus élevées, même s'ils n'ont pas la majorité des nombres de producteurs. Mais en réalité, ils ont les producteurs qui sont plus grands et ils peuvent investir plus d'argent et ils peuvent aussi influencer les marchés, la production
et aussi, on verra, les lois. Donc, est un pouvoir tout à fait important. Il y a les grands producteurs qui sont connus aussi dans les marchés internationaux, Locatelli, Galbani, et il y a beaucoup de petits producteurs qui vont distribuer dans la Lombardie et qui peuvent diversifier. Ils ont une diversification très importante qui dans d'autres régions n'arrive pas. Donc ils peuvent faire aussi les laits condensés, des laits particuliers, d'autres types de fromages, les yogourts, etc. Et enfin, il y a aussi évidemment l'avantage de produire des fromages qui ont un grand succès sur les marchés nationaux et aussi sur les marchés internationaux grâce au début à la vente aux immigrants. L'Italie a beaucoup d'immigrants et, comme je disais hier, manger les fromages italiens signifie se rappeler des origines, donc manger, régoûter les saveurs qui ont rappelé quand on était petit ou les saveurs que maman et papa racontaient. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un produit qui s'appelle Bel Paese qui a comme étiquette simplement la map d'Italie. Donc vraiment, évidemment, c'est rappel, etc. Et l'autre chose, la chose importante est que je parle de la période années 20, années 30, même si les noms, comme disait auparavant mon collègue Stefano, même si les noms sont les mêmes du siècle précédent, tout est changé. C'est-à-dire, une fois qu'on a entamé la production à niveau industriel et on va chercher à standardiser et réduire les coûts, le problème est que pour les fromages qui sont exportés, pour la plupart des fromages, évidemment, les saveurs, les caractéristiques ne sont plus celles qu'on avait avant les débuts de l'industrialisation. Donc les noms exactement égales, mais si on va faire un rapport, une comparaison sur les saveurs, etc., on note des différences absolues. Il y a encore des fromages qui sont restés les mêmes, mais sont des petites productions de niche et qui sont restés à l'alpage. Donc dans les Alpes, on va continuer à retrouver exactement les mêmes fromages, mais sont petites productions de niche. La production importante des grands producteurs qui sont capables d'influencer la politique et qui gèrent les grands marchés nationaux vont produire des produits très bons, mais qui ont seulement les noms du passé, rien d'autre. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas bons, simplement, ce sont des produits différents. Et la différence est dans les autres régions du centre et du sud, où il y a des productions très importantes. Vous voyez des noms que vous connaissez encore, da provolone, caciocavallo, scamorza, la mozzarella, et en particulier les plus importants des fromages qui viennent, à propos, les fromages de la Lombardie, la plupart sont fromages des laits de vaches. Quand on va dans le centre et dans le sud, on a par contre une production qui est faite avec les laits de mouton. Ça, pour la grande partie. Et les fromages les plus importants s'appellent pecorino romano. Donc pecorino signifie petit mouton, qui rappelle les moutons. Et la romano car il vient de la région qui est autour de la ville de Rome. Et elle est plus connue et attention, elle est aussi les plus exportées. Donc lui tout seul est exporté plus que les fromages lombards, au mieux. La totalité des fromages lombards, évidemment, est plus grand que l'exportation des produits des pecorino romano. Mais en prenant les fromages uniques, les premiers dans la classifie est les pecorino romano. Et c'est là aussi une explication particulière. C'est-à-dire la plupart des immigrants qui sont partis, la plupart des migrants italiens ne viennent et arrivent surtout des régions du sud et du centre. Et donc pour eux, les pecorino est les fromages qui rappellent leur origine. Il y a aussi des migrés dans le nord, évidemment, mais la plupart viennent du sud. Et la chose importante qui fait l'exception exactement du pecorino, tous les autres fromages qui sont produits au sud sont produits sans avoir la standardisation. Comme vous voyez, il n'est pas vérifié la mesure, les dimensions, etc. Donc chaque producteur fait comme il veut. Donc il appelle son fromage d'une certaine façon, en rappelant qu'il est un fromage type provolone, un fromage type caciocavallo. Mais il n'y a pas des règles qui font que ces produits est fait dans une certaine façon. Tandis que dans le nord, normalement, on a déjà l'idée, aussi déjà dans les Alpes, à la fin du 19e siècle, de faire les fromages toujours avec les mêmes dimensions, avec la même façon, etc. Et c'est là aussi car
La Lombardie, il y a des vallées où il y a des petites différences. Quand je parle du centre, du sud d'Italie, je parle de beaucoup de régions avec des grandes distances. Et donc la façon de produire les fromages qui ont les mêmes noms change vraiment beaucoup, car on est vraiment à des distances très grandes. Si on pense à la Toscane et aux Pouilles, on a beaucoup de distances, donc ils changent aussi, même si les noms restent les mêmes, changent la façon de produire, etc. Et surtout, il n'y a pas de grandes implantations pour produire ça. L'unique exception, pas pour le niveau des implantations, mais pour l'idée de faire des standards, est le pecorino romano, qui a un poids, une forme et les saveurs en réalité n'est pas toujours les mêmes pour des raisons évidentes, qui est normalement standardisé. Et l'unique exception. Et aussi celui qui a plus de succès et est fait de façon particulière car dans l'agro-romano arrive pour la transhumance beaucoup de moutons et donc il y a une vieille tradition pour faire ces produits. Attention aussi en tout cas, le pecorino romano produit au début du XXe siècle, surtout si est fait dans l'agro-romano, n'est pas égal à celui qui a été fait dans les siècles précédents. Ils ont changé les technologies, les façons de travailler, etc. Mais les noms restent égaux. Il y a une chose importante à souligner, à un certain point, la demande de ces produits est aussi grandie que la production locale n'est pas possible, et alors l'idée est de faire produire les pecorino dans une autre région. La chose fantastique est faire le pecorino romano dans une autre région. Donc, on a une région qui s'appelle la Sardaigne, où il y a des espaces bien grands pour avoir l'élevage des moutons, et donc on peut produire beaucoup de ces fromages qui s'appellent pecorino romano. La plupart des pecorino romano donc viennent produits dans la Sardaigne, mais c'est évident qu'on est dans une autre région et dans un autre contexte. Donc, la plupart des pecorino romano est produit en Sardaigne. Pourquoi je vais vous expliquer tout cela? Car on va maintenant voir les discussions concernant l'idée de faire un produit qui a une domination d'origine contrôlée ou protégée. Donc vous comprenez qu'alors il y a les productions lombardes qui sont très grandes et qui ont l'idée de chercher de produire beaucoup plus de fromage sans être pas trop liés à la région géographique. Où il pouvait être utile d'utiliser la région géographique pour question de marketing. On a développé la production dans une autre région et donc on se trouve dans une situation particulière. Vous déjà avez compris que tandis qu'en France, on commence déjà à parler de l'AOC, parler de la même chose pour les producteurs italiens devient beaucoup plus difficile, étant donné la situation. Ici, dans ces slides, je vais vous expliquer la chose particulière que les pecorino romano, même si elle est plus vendue, les producteurs sont toujours des petits producteurs. C'est important, qui signifie avoir des lobbying moins forts, ou ne pas avoir de lobbying. Et c'est un paradoxe, tu es à Rome, donc tu es dans le centre, dans le centre de la politique italienne. Par contre, on doit se rappeler que Milan, les producteurs lombards, sont devenus des industriels et qui connaît l'histoire du développement du fascisme, doit se rappeler que les premiers centres de grands financements pour le fascisme italien viennent de Milan. Et donc les industriels lombards ont déjà un pouvoir de lobbying originaire. À cela, on va ajouter leur dimension pour ce qui concerne les producteurs de fromage. Alors, quelles sont les discussions ici? Les fromages, je rappelle que les fromages pecorino a eu aussi des succès qui n'est pas seulement produit dans une autre région, mais il y a beaucoup d'imitations. Il y a beaucoup d'imitations qui sont faites déjà à l'étranger. Par qui? Les migrants qui sont allés aux États-Unis ou sont allés dans l'Amérique latine vont produire un similaire fromage. Et l'autre chose importante, une fois que les producteurs du Nord, des grandes entreprises du Nord, se rendent compte qu'il y a la possibilité d'exploiter ces typologies de marché, ils vont aussi produire eux aussi des pecorino. Et là, on a des cas fantastiques qu'il y a le pecorino qui est fait avec le lait de vache, qui est évidemment une autre contradiction. Mais vous comprenez que quand je déclare ça, vous avez déjà compris la difficulté de faire partir l'idée de la pollution d'origine, contrôlée ou protégée, quand on est dans une situation comme ça. Et là, ici, je vous explique pourquoi est plus important dans cette région. Et les productions du Nord sont plus élevées. Il y a aussi des problèmes à cause de la crise des années 30.
La crise dans les années 30 est celle qui va réduire le marché et donc va forcer quelqu'un à dire comme solution on va chercher l'appellation d'origine. Mais dans les cas italiens, ce qui arrive est que certains producteurs qui ont vu les marchés internationaux se réduire ont décidé de récupérer dans les marchés intérieurs. Et dans les marchés intérieurs, les plus forts sont ceux qui ne respectent pas l'idée de production de l'appellation d'origine contrôlée, qui ne respectent pas, qui ne sont pas intéressés à ça. J'ai encore 3 minutes pour ça. Et ici, je l'explique, vous pouvez voir dans les notes que les producteurs de pecorino sont petit lobbying, hein, tandis que les autres ont la possibilité d'influencer et ils vont obtenir de nouvelles lois. Donc, pas seulement ils vont bloquer l'idée de faire l'appellation d'origine contrôlée, mais ils vont obtenir certaines lois qui vont avantager les grands producteurs, dont régler les breeding farms, c'est-à-dire l'élevage dans une certaine façon, ou obliger à apporter les laits produits seulement dans certains lieux, ou mettre des règles concernant la conservation, etc. Et donc, qui possède les lieux où on peut conserver ça? Seulement des autorités publiques ou les grands producteurs. Et la chose importante, donc ils vont bloquer ça, et ce qui arrive est donc qu'il n'y a pas la possibilité pour ceux qui étaient intéressés, étaient surtout les producteurs de pecorino romano qui sont dans les Latium, qui voulaient profiter de l'idée que leur produit est le plus vendu. Leur produit est considéré donc le meilleur dans les marchés, pas pour qualité, mais qu'il a plus possibilité d'être vendu. Et donc ils pensent, comment sortir de la crise, je peux demander l'appellation d'origine. Donc les personnes vont acheter mon produit et moi je ne perds pas ma cote de mon marché. Étant donné qu'il y a beaucoup de produits vendus, mais beaucoup de ces produits n'est pas à moi. Une fois que je signale que le vrai pecorino est le mien, c'est évident que moi je pourrais vendre toute ma production. Ça c'est la logique qui est en bas, mais cette logique va contre la logique des grands producteurs du Nord qui vont demander au contraire de ne pas mettre cela qui pourrait limiter leur production. Et aussi évidemment des producteurs de la Sardaigne, qui désormais ont développé, surtout la Sardaigne, une région terreuse, donc l'alternative économique est très petite, donc devient aussi important ça. Et cela fait aussi que les lobbies régionaux, dans ce cas, vont s'allier au lobbying du Nord, évidemment. Et ce qui arrive est qu'on n'a pas les nouvelles règles sur l'appellation d'origine, et dans le même temps, les grands producteurs ont la possibilité, évidemment, de maintenir leur niveau plus élevé des revenus, et ils ont aussi la possibilité de baisser leur prix car ils vont payer aux éleveurs moins qu'auparavant. Donc, les producteurs, les industriels ont plus de pouvoir contractuel que les producteurs de lait. Et étant donné qu'ils ont plus d'argent, ils ont des nouvelles implantations, ils peuvent diversifier les productions, faire plus de contrôle sur la qualité. Attention, le contrôle sur la qualité, il y a aussi un jeu particulier. J'ai fait un contrôle sur la qualité, mais j'oblige tous les producteurs à faire ces contrôles. Car je demande des lois qui vont favoriser ça. Évidemment, qui peut faire un réel contrôle? Seulement qui accepte certaines logiques et seulement qui est lié aux grands producteurs. Et dans le Nord, on va aussi modifier les patrimoines des vaches, c'est-à-dire les productions. C'est-à-dire, on va chercher des vaches qui vont produire plus de lait et qui sont, donc on a moins de vaches, mais des vaches qui vont produire plus de lait. Cela signifie faire des investissements pour renouveler, et cela signifie que ces investissements peuvent être faits seulement par les grands producteurs et les grands éleveurs. Et donc, ça signifie créer une condition dans laquelle seulement les grands peuvent survivre, sauf il reste encore aujourd'hui, les petits marchés de niche de ceux qui vont à l'alpage, mais vraiment sont un réel marché de niche, donc pas si important. Et la discussion, comme je vous ai dit, est intéressante, et je vous ai déjà dit comment va terminer, mais la chose importante est voir les points 2 et ici, et les points 2. Donc, ce qui arrive est qu'il y a des discussions aussi à l'intérieur des producteurs lombards, évidemment, sur ça. Et cela va se lier à la question que j'ai faite auparavant aux collègues qui ont parlé sur les parmesans et sur le roquefort. C'est-à-dire, il y a des producteurs, surtout des petits producteurs, qui sont en tout cas contraires à l'idée de PDO. Et donc, ils vont s'allier
aux grands producteurs. Pourquoi? Ils vont souligner que si tu produis une très bonne qualité de fromage, tu n'as pas besoin d'avoir l'appellation d'origine, la protection. Car la protection est garantie par ton brin, par les noms, par ton étiquette, par les noms que tu donnes à ton fromage. Donc on a aussi ces passages particuliers. On s'entendrait qu'il y a les grands producteurs séparés de tous les petits producteurs, en particulier c'est ceux qui travaillent sur le pecorino, en Lazio, etc. Non, il y a aussi des petits producteurs qui ont l'autre idée. Moi je suis capable de produire un produit, de faire un fromage qui est considéré très bon. Si j'ai fait créer un consortium, si je vais participer et je vais favoriser une loi où il y a des règles établis qui vont déterminer comment on doit faire ce type de fromage, je risque d'être assimilé aux autres. Et donc, mon brin est moins important. Et ce sont ces producteurs qui vont dire ce que je disais auparavant, c'est-à-dire, regardez que faire ces lois ou faire des consortiums signifie en réalité favoriser les pires producteurs qui sont protégés par l'idée de faire comme ça. Naturellement, ça n'est pas démontré, ce sont les opinions, mais ce type de producteurs unis aux grands producteurs vont faire gagner la position de ceux qui, aux années 30, vont dire en Italie, pas des appellations d'origine protégée ou contrôlée. Ça va bien? Qu'est-ce qui change? On doit arriver après la guerre mondiale, on doit arriver aux années 50 avec la perspective d'un grand marché plus grand dans lequel on a nécessairement des productions qui sont faites dans des fromageries de dimensions plus élevées, afin que cette situation va changer, que cette idée de ne pas faire l'appellation d'origine contrôlée vienne tout à fait modifiée. Et donc, exactement aux années 50, avant qu'il va arriver la politique agricole commune, à 13, en 55, il y a les fromages du nord et les fromages plus importants du centre-sud, c'est-à-dire les pecorino, qui vont devenir des PDO, qui vont avoir l'appellation d'origine contrôlée. Mais aussi dans ces cas, on doit noter que, tandis que dans le Nord, c'est la décision comme a expliqué auparavant Stefano, et pour la partie Mantua et en Lombardie à propos, et pour la partie du parmesan. Pour les fromages lombards typiques, on va créer des régions et on va créer, on va dire, ces produits, on peut les faire seulement là, en suivant une certaine procédure. Attention, et ça est les pouvoirs encore des lobbies qui cette fois sont passés de l'autre côté. Ils ont découvert qu'il est plus avantageux pour les marchés extérieurs avoir une production comme ça qui va éliminer un certain type de concurrence. Mais paradoxalement, pour les producteurs du centre, du sud des pecorino, on arrive en situation vraiment, excusez-moi la répétition des mots, paradoxale, c'est-à-dire le pecorino romano est aussi reconnu comme PDO en 1955, mais la région des pecorino romano n'est plus seulement le Lazio, mais aussi la Sardaigne et aussi une partie de la Toscane qui est le département de Grosseto, dans lequel on a pris des éleveurs de moutons de la Sardaigne, on les a apportés à la Toscane, et là, on a fait commencer ça, les productions, et donc on arrive au paradoxe, donc les produits lombards sont des produits lombards, et les produits, par contre, du département de Rome ont une appellation d'origine contrôlée et protégée qui concerne le Lazio, la partie de Rome, mais aussi la Sardaigne et aussi la Toscane. Moi,